Les articles à retenir. Alors, cette fois-ci, dans Conspi Actu, on va voir en premier, dans les articles à retenir, d'abord cette histoire de Bluebeam Project. Encore une fois, ça date de février, mais bon, comme ça fait un moment que j'ai pas fait de Conspi Actu, on en parle quand même, puisque j'ai pas pu en parler dans mon précédent Conspi Actu. Sur les ballons espions, le Bluebeam Project. J'ai été interviewé par les journalistes de Charlie Hebdo sur le Bluebeam Project pour je leur ai expliqué un petit peu cette théorie de Serge Monast, qui est un Québécois, et donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le Bluebeam Project, qui est pas mal réapparu après notamment le séisme en Turquie, hein, vous pourrez aller voir cette petite interview qu'ils ont fait de moi. Ils ont un peu modifié, enfin simplifié mes propos sur quelques points, du coup ça devient limite faux sur juste un ou deux trucs, mais des détails, hein, des détails, vous en faites pas, sinon l'essentiel est bon, hein, voilà. Si vous voulez connaître un petit peu l'essentiel de l'histoire du Bluebeam, de la théorie du complot sur le Bluebeam, vous pourrez aller lire ce petit article de Charlie Hebdo où j'apparais, petit caméo de votre petit débunker des étoiles préféré. Fox News savait que l'élection de Joe Biden n'était pas truquée selon un mémorandum déposé devant la justice. Ça c'est très intéressant aussi, un petit article à retenir, hein, c'est que Fox News, encore une fois là aussi, ils ont été pris en flagrant délit de mensonge. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu pendant la procédure qui les visait, en fait c'est Dominion, vous savez, c'est la société des machines à voter électroniques, qui était visée par tout un tas de théories du complot ou de fake news, en tout cas de fausses informations pendant les élections, et qui du coup a carrément porté plainte contre Fox News, voilà, et contre certains politiques qui avaient prétendu des choses diffamatoires sur la société Dominion et sur le méthode de vote par électronique. Et Fox News, en fait, on s'est aperçu pendant l'enquête, la justice américaine s'est aperçue que Fox News savait totalement que l'élection de Joe Biden c'était pas truqué, que voilà, cette histoire de Big Lie c'était un délire de Trump. Ils le disaient tous entre eux, les journalistes, en mode que c'était des conneries, mais que fallait quand même en parler. Parce que ça faisait du buzz, que ça propulsait Fox News dans les audiences, que ça permettait de provoquer l'adhésion du public du camp républicain à la chaîne de télé Fox News, et du coup ils ont choisi de mentir délibérément, en fait, tout simplement de relayer les mensonges de Donald Trump et des conspis en tout genre sur le fameux Big Lie, sur le grand mensonge des élections, donc de l'élection truquée soi-disant, tout en sachant pertinemment que c'était pas vrai. Tu vois, genre on est à un niveau de manipulation qui est totalement abusé, surtout de la part de médias comme Fox News qui accusent sans arrêt l'establishment et les médias concurrents d'être des manipulateurs, tu vois. C'est vraiment, encore une fois, l'hôpital qui se fout de la charité. Bon, en plus, ce qui est sorti aussi à cette occasion-là, c'est notamment, du coup, Tucker Carlson, très apprécié des pro-Trump. Ils le prennent souvent en exemple et tout ça, comme un bon journaliste, parce que lui, il dit des trucs pro-Trump et tout. Et là, on voit que dans ses messages privés, il se moquait en privé des théories du complot sur les élections truquées. Donc il croyait pas du tout, il s'en moquait par message avec ses potes. Et puis ensuite, il les défendait quand même en public à la télé, sur le plateau de télé, toujours pour provoquer de l'audience, pour provoquer du buzz, pour agiter la colère des gens, pour agiter les émotions négatives des gens, pour pouvoir faire triompher son idéologie. Tout ça, c'est des mensonges pour des motifs idéologiques. Très, très intéressant cette espèce de petit scandale, surtout quand on sait à quel point ils prennent Tucker Carlson en exemple. Ensuite, le Wall Street Journal, on a eu cette histoire, alors cet article dont les conspis ont beaucoup parlé sur le lab leak, donc la fuite de laboratoire serait l'origine la plus probable de la pandémie de Covid-19 selon le département de l'énergie américaine. Cet article a été largement surinterprété, mal interprété, déformé dans tous les sens évidemment. En général, juste les gens le lisent pas. Voilà, les gens l'ont pas lu juste.
Et en fait, bon, qu'est-ce qui est dit dans cet article? Rien qui soit vraiment nouveau, en fait. C'est-à-dire que juste le département de l'énergie aux États-Unis a été obligé de se prononcer pour je sais plus quelle raison sur le fait que ça puisse être issu d'une fuite de labo ou pas. Ils se sont prononcés en disant que ouais, c'était peut-être le plus probable, mais en fait en avançant aucun élément nouveau. Donc il n'y a pas de preuves nouvelles associées à ça, il n'y a pas de preuves de scandale, il n'y a pas de fuite particulière associée à ça, de données, enfin il y a pas de nouvelles preuves du tout. Ensuite, cela étant, donc il n'y a pas de nouvelles en soi, il n'y a pas de vraies news, c'est juste une autorité, un département des autorités américaines qui le dit, c'est tout. Mais sans aucun élément. Et puis surtout, on n'apprend rien de nouveau dans le sens où, que ce soit une fuite d'un labo chinois, c'est quelque chose qui est possible depuis le début. C'est une hypothèse, c'était l'hypothèse la moins probable, clairement la moins probable au début, quand on savait rien, parce que de base, un virus qui apparaît, ben, tous les virus qui sont apparus jusque-là dans l'humanité, ça apparaissait plutôt genre de façon par les mutations et tout naturel de virus et pas par fuite de labo. Donc l'hypothèse la plus probable au début de la pandémie, c'était clairement que ça soit juste des mutations normales. Mais la fuite de labo restait possible. Et d'ailleurs, je l'ai jamais, me semble-t-il, je ne l'ai jamais contredit, cette possibilité. Genre, j'avais jamais dit que c'était impossible. Voilà. Mais c'était un peu complotiste tant que t'avais pas de preuves derrière, tu vois. Il se trouve que avec les diverses enquêtes et autres, il y a une possibilité, vu certaines expériences qui étaient menées sur les chauves-souris dans plusieurs labos chinois là-bas, que ça soit une fuite de labo. Mais même dans cette hypothèse-là, c'est-à-dire même si la fuite de labo devient l'hypothèse la plus probable, personne, aucun enquêteur, aucun scientifique, aucune étude scientifique n'a remis en cause le fait que si c'est une fuite de labo, c'est une fuite de labo d'un virus naturel, pas d'une arme biologique, pas d'un virus créé de toutes pièces ou fabriqué à partir de bouts de sida ou je sais pas quoi, comme dans les délires complotistes. Donc ça ne prouve pas, j'insiste bien là-dessus, hein, cet article du Wall Street Journal et même si c'est vrai, que ok que finalement il s'avère que c'est une fuite de labo, ce n'est pas un virus artificiel. Ça, on le sait puisqu'on a séquencé le virus et tout, on le connaît très très bien ce virus, enfin des scientifiques du monde entier l'ont séquencé, l'ont étudié. Euh, voilà, il n'y a pas de traces de gain de fonction ou de je sais pas quoi, ou de manipulation artificielle du virus. Ça, aucun scientifique ne le dit, aucune étude scientifique, aucune enquête n'est venue corroborer les thèses complotistes du style c'est une arme biologique, ça a été créé artificiellement à partir de sida ou je sais pas quoi. Ça reste complètement faux, ok? En fait, ils confondent fuite de labo, bon, ils confondent, ça les arrange bien de confondre fuite de labo et fabrication en labo en fait. Article de BBC News Afrique, les survivants d'un attentat terroriste accusés de simulation par les théoriciens du complot. Donc nos théoriciens du complot, hein, on le sait, qui sont aussi en général aussi pro-Poutine et autres, sont de grands humanistes, hein, ils sont très empathiques, très soucieux de leur prochain, c'est faux. Et donc ici, on a des exemples avec des théoriciens du complot qui affirment que les attentats terroristes commis au Royaume-Uni, pardon, ont été mis en scène et ils traquent les survivants, certains complotistes traquent les survivants dans la vie réelle, chez eux, sur leur lieu de travail, pour voir s'ils mentent sur leurs blessures et sur leur handicap et autres. Donc on a par exemple cet homme qui a été paraplégique après l'attentat à Manchester, sa fille qui est paraplégique aussi, ils ont été suivis par un complotiste connu sur les réseaux sociaux, un complotiste britannique, qui les a suivis parce qu'ils pensaient qu'ils étaient pas vraiment, qu'en fait c'était des acteurs payés par le gouvernement et qu'ils étaient pas vraiment paraplégiques et du coup il les a suivis pendant des jours pour attendre le moment où ils allaient se lever de leur fauteuil roulant. Évidemment, ce n'est jamais arrivé et cet homme a porté plainte contre le complotiste en question. Donc, comme je disais, de grands humanistes, hein, nos amis complotistes. Dans la même série, nos complotistes sont de grands humanistes. On a cette news sur les anti-vaccins qui harcèlent
des parents éplorés suite à la mort de leur enfant. Donc en fait, dès que les anti-vaccins trouvent sur les réseaux sociaux, donc c'est une nouvelle habitude qui dure depuis 2021, depuis les vaccins Covid. Dès qu'il y a des parents sur les réseaux sociaux qui annoncent la mort de leur enfant, ils se font harceler par des anti-vax pour savoir s'ils lui ont donné le vaccin Covid, pour les accuser d'avoir tué leur enfant, etc. Donc on a, euh, on a cet article qui est écrit par une personne qui a perdu son enfant de 6 ans en janvier. On a ici toute l'histoire de ce parent qui raconte comment il a été harcelé par les anti-vaccins suite à la mort de son enfant. Donc ils essayent de terroriser les parents, ils essayent de faire témoigner, de forcer les parents aussi à témoigner que c'est à cause du vaccin, même si c'est pas le cas et que les parents pensent que c'est pas le cas, ils essayent de les forcer à témoigner sur voilà de ça. Donc on a vraiment des pratiques qui sont, encore une fois, très sympas, hein. On voit que c'est des grands humanistes, c'est pas étonnant que derrière ils soutiennent des gens comme Poutine. Alors ensuite on a les campagnes anti-LGBT sur les réseaux sociaux arabes. Quand je dis arabe, c'est vraiment au sens pur du terme, hein, c'est-à-dire dans les pays arabes, vraiment de la péninsule arabique, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Donc sur les réseaux sociaux arabes, on a donc des nouvelles campagnes LGBT qui se répandent, mais qui sont vraiment très 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 poussées, hein, très intenses, on va dire, depuis tout simplement la Coupe du Monde 2022. En fait, vu qu'il y a eu pas mal de scandales lors de la Coupe du Monde 2022, en fait, il y a pas mal d'Américains et d'Européens qui ont découvert à l'occasion de la Coupe du Monde 2022 que en fait au Qatar le droit des personnes LGBT, les droits des personnes LGBT, c'était pas ça quoi. C'est bizarre mais ils ont découvert la lune un peu là. Donc du coup il y a eu des tas de enfin ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, il y a eu des tas d'influenceurs qui LGBT américains et européens qui s'étonnaient, surtout américains, hein, ils découvrent la lune à chaque fois. Euh, ils s'étonnaient beaucoup du traitement des LGBT ou des femmes ou autres dans ces pays-là. Et en fait, la réaction à la fois des autorités, mais pas seulement, hein, des autorités, mais aussi des influenceurs arabes, donc de la péninsule arabe encore, ça a été d'intensifier en fait tout simplement les campagnes anti-LGBT pour montrer que bah oui on est anti-LGBT ici dans les pays arabes et donc il y a eu une campagne très très intense à la fois des influenceurs et des autorités contre les homosexuels, contre tout le mouvement LGBT quoi. Donc très très intense depuis quelques temps. Et ce qui est intéressant ici au point de vue étude de la désinformation, c'est que c'est très aidé par les autorités. C'est vraiment quelque chose qui est parti d'un mouvement un peu populaire, mais qui est très très encouragé et poussé par les autorités étatiques. Alors ensuite, comment Twitter Blue est devenu un vecteur de désinformation? Et oui, parce que Elon Musk nous avait annoncé que grâce à sa pastille bleue payante, et ben on allait mettre fin à on allait réduire la désinformation sur Twitter. Le résultat est totalement inverse, hein, c'est-à-dire que bah, qui paye la Twitter Blue principalement pour l'instant, ce sont principalement des désinformateurs, hein, des gens connus comme Silvano Trotta et autres. Donc vraiment, pour l'instant, selon une étude de NewsGuard, les posts problématiques ont été vus 27 millions de fois en une semaine, donc avec une grosse augmentation. Bon, c'est sur l'étude de NewsGuard là qui n'est pas ici, parce qu'on reçoit un chiffre balancé comme ça, bon ça n'a pas grand intérêt, mais il y a une forte augmentation, si vous devez comprendre un truc. Voilà. Euh, donc en fait, on s'aperçoit que c'est les colporteurs de fausses infos qui payent pour avoir cette fonctionnalité sur Twitter. En fait, pour avoir plus de visibilité, pour être plus vu. Hein, c'est un petit peu des attention wars. En général, les complotistes, ils aiment bien être vus, ils aiment bien attirer l'attention sur eux, ils aiment bien avoir l'impression que voilà, avoir de l'importance quoi. Ils aiment bien se donner de l'importance parce qu'ils en ont souvent pas beaucoup dans la vie réelle. Donc il faut bien ça. Et du coup, voilà, c'est eux qui achètent en fait la pilule, la petite certification bleue massivement. Ensuite, le NPR, donc le média NPR, quitte Twitter après avoir été faussement labellisé comme étant un média affilié à l'État. Un média d'État, voilà, un média d'État. Donc c'est un média qui est indépendant hein, de l'État
et qui a été labellisé comme ça par Twitter parce que Elon Musk sûrement aimait pas ce média, je sais pas. Ils ont été labellisés médias affiliés à l'État. Juste parce que, ouais, c'est-à-dire le même label que pour Russia Today par exemple, tu vois, Russia Today. En fait, toujours dans cette même volonté d'Elon Musk de catégoriser les médias occidentaux de la même façon que les médias russes finalement, et de mettre sur un pied d'égalité, et de considérer que finalement les médias occidentaux font de la propagande aussi exactement pareil qu'en Russie ou en Chine, tu vois. Donc toujours cette même petite... voilà, cette même petite glissade conspi anti-occidentale de la part d'Elon Musk en ce moment. Le cyberharcèlement, les fake news, réseaux sociaux, les dangers d'internet expliqués à des enfants à Bayonne. Bon, c'est simplement un petit article un peu plus léger là ici sur la SPTT de Bayonne, une association omnisport qui a signé un partenariat avec l'opérateur Orange pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers d'internet, avec des ateliers sous forme d'escape game qui ont été mis en place pour les bonnes pratiques du numérique, donc sur l'éducation aux médias et à l'information. Voilà, soyons un peu optimistes, on essaye d'apprendre à nos gamins à devenir un peu moins cons que nous. Bon, espérons que ça marche. Le planning familial également s'est doté d'un outil de communication en ligne pour lutter contre la désinformation, notamment évidemment, vous vous en doutez, autour de la désinformation sur l'avortement, puisqu'il y a des groupes conservateurs, des associations conservatrices qui s'amusent à créer en fait des sites d'information sur l'avortement où ils font semblant d'être neutres ou d'être affiliés à une autorité officielle. Et en fait, derrière, c'est que des militants anti-avortement qui essayent de dissuader les femmes d'avorter et autres. Donc tout ça, c'est une pratique qui est très connue aux États-Unis, qui commençait à apparaître en France. Donc le planning familial a créé une vraie entité sur Internet d'aide et de communication aux femmes qui hésitent à avorter et autres, qui veulent avoir des informations. Ensuite, Fatigue et fatigue du mensonge, petit podcast de Radio France. À l'heure du fact-checking, il arrive encore aux politiques de mentir et je m'étonne qu'ils puissent imaginer que l'infox passera comme une lettre à la poste. Depuis quelques jours, on est servi. Nécessaire exemplarité d'une société plombée par la fatigue informationnelle. Et ici, il y a quelques exemples, de mensonges récemment fact-checkés, mais de mensonges de politique de chez nous, hein. Donc voilà, vous pourrez pas m'accuser de pas en parler. Il y a ce podcast qui en parle rapidement, en évoquant un petit peu cette idée que le peuple, quelque part, est un peu fatigué des mensonges des politiques, et surtout, maintenant, le peuple vit à une époque où on peut les vérifier en direct. Alors même si, certains, bon, il y a toujours les gens qui s'en foutent des mensonges de leur homme politique préféré et qui refusent de les entendre, mais en tout cas, on est au courant très rapidement si un homme politique dit quelque chose de faux maintenant ou de mensonger. Donc, arrêtez, les gars, juste arrêtez. Alors, Trump et ses alliés ont trouvé un bouc émissaire, George Soros. Donc le milliardaire George Soros est accusé d'avoir financé le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, qui a obtenu l'inculpation de Donald Trump, de quoi alimenter des attaques au relents complotistes et antisémites contre le financier juif d'origine hongroise. Bon, c'est une constante, hein. Le mec, c'est un milliardaire juif de gauche qui finance des groupes depuis des décennies, qui finance des groupes anarchistes, des fondations anarchistes, des auteurs anarchistes, qui essayent de foutre la merde dans le système, dans certains systèmes, comme dans les années 90, le système britannique, il avait tout foutu en l'air, le système financier et tout, c'était une dinguerie. Bon, je suis pas un admirateur farouche de George Soros, hein, je dis juste qu'il a fait des trucs qui sont amusants, qui sont intéressants. Il a une vie un peu plus intéressante que la plupart des milliardaires qui font juste qu'acheter des Ferrari et des yachts dans toute leur vie de milliardaire et qui servent à rien à personne. Bon, lui, il a essayé d'avoir une vie un peu plus trépidante. On peut pas lui en vouloir, mais en tout cas, voilà, je suis pas un admirateur de George Soros, je vous rassure. Mais juste, on le sait, une cible privilégiée depuis toujours. George Soros, du coup, juste, voilà, profil idéal. Milliardaire qui essaye de faire des trucs sociaux, qui est de gauche en plus, et qui est juif en plus. Alors, n'en parlons pas. Alors là, les complotistes, ils se régalent. Hein. Ils se régalent depuis des décennies avec George Soros. C'est un petit peu lui qui est, voilà, quand tu sais pas qui est accusé aux États-Unis dans un truc de politique américaine, tu sais pas trop qui est accusé, c'est de la faute de George Soros. Dans le doute,
c'est forcément lui qui est dans le coup, tu vois. C'est un peu ça. George Soros, c'est un peu la soupape de sécurité des complotistes quand ils savent pas trop qui accuser. Donc là, typiquement, hein, Donald Trump qui est inculpé. Suite à plein de trucs. Vous savez, il a des problèmes avec la justice. Donald Trump, forcément, c'est de la faute à George Soros. Bon, des choses qui ne changent pas, hein. Ensuite, les bots terroristes. Comment l'État islamique a automatisé le management de ces communautés en ligne, sur Telegram notamment. Donc les terroristes djihadistes, hein, qui deviennent de plus en plus en phase avec leur époque, qui utilisent un petit peu tous les outils technologiques créés par les mécréants pour automatiser, pour gagner en influence, pour gagner en efficacité, ici avec des bots automatisés de gestion de communautés, hein, sur Telegram tout simplement. Renseignement de sources ouvertes. OSINT, l'excellence française peut-elle encore être renforcée? Donc un petit article sur l'OSINT. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'OSINT, qui est quelque chose de très proche d'enquêtes journalistiques, qui est très proche du travail de... Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'OSINT est fait à la fois par des entreprises, par des particuliers, par des journalistes, par des... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément. C'est la faculté, l'OSINT, le renseignement de sources ouvertes, la capacité à trouver des informations exploitables pour les renseignements à partir de sources ouvertes, c'est-à-dire tout simplement en allant chercher sur les réseaux sociaux, en allant utiliser des outils accessibles à tout le monde. Et ça se développe de plus en plus. Genre aujourd'hui, t'as plus forcément besoin d'avoir... c'est un plus, hein, forcément, mais t'as pas forcément besoin d'avoir une direction, voilà, des renseignements militaires hyper poussés avec la NSA qui surveille tout et tout, machin, pour avoir des informations. En fait, tu peux juste les trouver sur Facebook, gros. T'arriveras à trouver des trucs, des fois, encore plus précis que ce que tes meilleurs services de renseignement trouvent. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'open source intelligence. Avec peu de moyens, avec très peu de moyens, tu trouves beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc un petit article pour nous, un petit peu cocorico, hein, qui nous montre que la France est en avance sur l'OSINT, la France voilà, un grand intérêt pour cette pratique. On a des tas de gens connus dans le monde de l'OSINT, donc c'est intéressant, c'est cool. Je vous conseille, hein, si jamais vous aussi vous aimez bien faire des petites enquêtes, faire vos propres recherches, n'hésitez pas vraiment à faire des recherches sur l'OSINT, sur les techniques de recherche de l'OSINT et tout ça. Peut-être que j'en parlerai un jour en vidéo si je suis motivé. Parce que c'est vraiment trop cool. Après, je suis pas le meilleur spécialiste, mais si je pouvais faire une vidéo collab avec un spécialiste de l'OSINT, alors là, ce serait ouf. Mais je m'intéresse beaucoup à ça, j'aime bien regarder, voilà, participer à des petites enquêtes et tout, c'est cool. Ensuite, TikTok s'attaque au deepfake. Voici ce qui est maintenant interdit sur TikTok. Donc maintenant sur TikTok, la plupart des deepfakes sont interdits, ou alors il faut mentionner que c'est bien un deepfake synthétique, faux, IRL. Il faut que ça soit indiqué. Ils ont développé, alors ils ont repris en fait. Il y avait déjà des outils développés par Facebook et autres qui pouvaient détecter automatiquement les vidéos qui étaient faites à partir de deepfake. Donc des bots des intelligences artificielles qui détectent les trucs faits par d'autres intelligences artificielles, c'est un petit peu l'avenir. Et donc TikTok est capable de les détecter maintenant, ces deepfakes, et il en a profité pour les interdire. Une mesure intéressante et qu'on peut encourager de TikTok. On peut espérer que ça se généralise à tous les autres réseaux sociaux, hein, parce que ça serait quand même bien que les gens soient transparents, tout simplement, quand ils font des fakes, quand ils font des parodies ou autres, même si c'est parodique et tout, que ça soit un peu transparent. Parce que les gens se laissent très facilement avoir par des éléments technologiques comme ça. Ensuite, Empowering the Truth, comment rendre la vraie information virale? Une vraie question posée par le réseau international des journalistes dans cet article. Genre, il se questionne sur la question de savoir comment rendre la vraie information plus sexy, parce que finalement, c'est les fausses informations qui sont les plus sensationnalistes, qui sont les plus partagées, qui sont les plus intéressantes, les plus séduisantes, donc les plus partagées. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de rendre la vraie information plus sexy, plus virale. Comment réussir ça dans le monde d'aujourd'hui? C'est le questionnement ici de ce réseau international des journalistes. Ensuite, l'affaire des migrants subsahariens en Tunisie, les fake news sur les réseaux sociaux tunisiens.
Donc en ce moment, la grogne des Tunisiens contre les migrants noirs africains, hein, subsahariens, est de plus en plus importante. Donc forcément, avec la montée des tensions ethniques en Tunisie, entre les Tunisiens locaux et puis bah, les migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne, il apparaît tout un tas de mouvements d'intolérance envers les migrants, de rejet des migrants, et donc qui s'accompagne évidemment de son lot de fausses informations sur les migrants qui font ceci ou cela, qui font des actes répréhensibles, voilà. Et donc avec voilà, des fausses informations assez classiques qu'on peut voir aussi, le même genre d'infos qu'on peut voir chez nous, balancées par des gens comme Damien Rieu ou autres, enfin vous voyez, le genre de truc, voilà, les migrants basés en Tunisie n'ont pas manifesté par exemple ici. On a ici une news, voilà, typiquement qu'on pourrait retrouver avec beaucoup de personnes visiblement d'origine subsaharienne qui manifestent. Donc certains nationalistes tunisiens sur les réseaux sociaux tunisiens font croire que ça se passe en Tunisie, que oh mon dieu on se fait envahir par les migrants, et puis en fait non, c'est juste dans un autre pays, enfin au Mali ou je sais pas où. Voilà, peu importe. Voilà, plein de petites fausses infos qui circulent du coup en ce moment et qui, du coup, avec les tensions ethniques en Tunisie, se font de plus en plus nombreuses en fait. Voilà, ici on voit des vagues de gens hein, qui traversent le désert avec des fausses informations qui disent ces gens ils vont vers la Tunisie, ils essayent de nous envahir. Vraiment un petit peu les mêmes ressorts que chez nous quoi en fait. Surprise en fait, les gens en Tunisie, c'est comme les gens ici finalement.